Les dragons dansent et les hommes ne sont que poussière sous leurs pieds. La saison 3 de House of the Dragon est enfin arrivée. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'épisode commence avec Daemon qui combat dans le conflant. Matt Smith est au sommet de son art, l'épée à la main et le visage ensanglanté. Tommy Flanagan fait son entrée dans le rôle de Roddy Larwin, personnage très apprécié des fans, et il est tout à fait crédible dans le rôle. On dirait que la bataille de la rue Furk touche à sa fin. Adieu, Jason Lannister. Au Donjon Rouge, Alicent rentre de son voyage à Pendragon et découvre que Aegon a disparu et que Aemon est de mauvaise humeur. Alicent manipule Aemon pour qu'il parte pour Harrenhal, en lui faisant preuve d'affection maternelle, ce qui l'amène à l'embrasser maladroitement, ce qui était assez bizarre, voire bien dégueulasse. Le fait que Alicent soit humiliée à chaque instant commence à devenir lassant. On dirait que tout le monde a un complexe d'infériorité dans cette série. Mais il y a une explication à ce baiser, et je l'aborde un peu plus tard. Cet épisode nous présente Ormund Hightower, le cousin de Alicent, à qui cette dernière écrit sous le nom de Aemon. On pourrait supposer que le garçon silencieux derrière lui est Daeron, surtout après avoir aperçu son dragon Tessarion au début. James Norton nous révèle son identité en une brève scène, un soldat extrêmement ambitieux et d'une loyauté sans faille, mais qui semble quand même être assez prétentieux. Espérons qu'il perturbera la hiérarchie de l'équipe verte. Les semences de dragon, Ulf, Adam et Hugh attendent Aemon et Vhagar près d'Harrenhal, un choix qui me paraît assez étrange. Dans le livre, on les voit se battre dans le gosier. Pourquoi les adultes, accompagnés de leurs dragons, restent-ils à l'écart pendant que les enfants se battent? J'apprécie néanmoins que la série continue d'explorer la magie ancestrale qui entoure Harrenhal. L'aspect mystique est un thème passionnant. Après tout, les dragons sont eux-mêmes des êtres magiques, et il est logique qu'ils puissent amplifier la magie inhérente à Westeros. Alice, interprétée par Gayle Rankin, est un personnage charmant, et j'espère que la saison développera son histoire. La remarque de Ulf à Adam résume parfaitement l'esprit de la maison Targaryen. Les hommes seraient obligés de me respecter à cause de ce putain de dragon. Dans cet univers, c'est le pouvoir qui engendre le respect, pas la bonté. Si vous avez le plus gros bâton, ou bien sûr le plus gros dragon, c'est bien ce qui compte. Mais le pouvoir corrompt, et c'est un thème récurrent dans les histoires de George W.R. Martin. Ce n'est qu'une question de temps avant que ceux qui abusent de leur pouvoir, ou se croient protégés par leur dragon, aussi obstinés soient-ils, ne chutent. Leur ascension fulgurante et leur chute finale, à l'image d'Icare volant trop près du soleil, promettent d'être captivantes. La saison démarre en trombe avec la bataille tant attendue qui devait clôturer la saison 2, la bataille du Gosier. Considérée comme la bataille navale la plus sanglante de l'histoire de Westeros, elle constitue également un événement crucial de la danse des dragons. Cet épisode fait monter la tension de façon efficace jusqu'à la bataille, et bien que le rythme soit parfois saccadé, à l'image des eaux tumultueuses du Gosier, la bataille elle-même est superbement mise en scène et filmée. Côté production, rien à redire, on voit bien que rien n'a été négligé pour rendre l'action du Gosier visuellement époustouflante. C'est assurément une prouesse visuelle ambitieuse. Les dragons sont également impressionnants et encore plus détaillés que la saison dernière. En particulier, Voleur de moutons qui arbore un design original. Alors que la plupart des dragons ont une allure majestueuse, presque éthérée, Voleur de moutons est épineux, décharné et repoussant. Les créateurs ont même réussi à donner une véritable personnalité au dragon à l'écran. Tel un chien sauvage géant, Voleur de moutons offre à Rhaena, sa nouvelle maîtresse, la carcasse d'un mouton brûlé. Un geste étrangement touchant. Toutefois, comme Viserys le dit à Rhaenyra dans la saison 1, l'idée que les Targaryens puissent contrôler les dragons n'est qu'une illusion. C'est clairement le message que l'on est censé retenir quand on voit un dragon donner à manger à sa pseudo-dragonnière, et de la participation de Rhaena à la bataille du Gosier. Elle enfourche simplement un dragon sauvage, n'ayant jamais eu de dragonnier, et s'attend à ce qu'il incendie les navires de la Triarchie sur son ordre. Voleur de moutons, quant à lui, crache des flammes sur les navires Velaryon et attaque Danselune, le dragon de Baela. Alors que Baela ignore que sa sœur chevauche Voleur de moutons, Jacaerys reconnaît Rhaena. C'est sa distraction par Rhaena qui cause sa perte, lorsque la Triarchie décroche des carreaux d'arbalète sur Vermax. Le pauvre Vermax sombre dans la mer. Au moment où l'on croit que Jacaerys pourrait s'en sortir, des archers le criblent de flèches, lui aussi. J'ai accepté le fait que l'intrigue de Horty soit désormais confiée à Rhaena et que Voleur de moutons soit présent à la bataille du Gosier dans Feu et Sang. Cela dit, cette approche du « oups, c'était un accident » pour chaque action de la série est lassante.
Si tout ce qui se passe est accidentel, alors rien n'est intentionnel. Très peu de personnages agissent avec conviction, et c'est frustrant. Bien sûr, la seule personne au courant de l'implication de Rena dans le gosier est maintenant morte. J'imagine Rhaenyra réclamant sa tête et Daemon intervenant potentiellement pour la protéger, creusant ainsi l'inévitable fossé, comme détaillé dans le livre, entre eux. Le fait que Jacaerys ordonne à un chevalier de la garde royale de Rhaenyra de l'enfermer dans ses appartements demande un peu d'incrédulité. Pourquoi un adulte obéirait-il à un adolescent de 16 ans, même s'il est l'héritier? Quoi qu'il en soit, la série souligne l'omniprésence du patriarcat, même pour une reine dragon, comme en témoigne Rhaenyra déchirant sa robe royale alors qu'elle porte encore sa combinaison de dragonnière. La réplique de Rhaenyra, « J'ai peut-être l'apparence d'une femme, mais je possède le cœur et l'esprit d'un roi » est une citation historique d'un discours de Élisabeth Ier qui précédait également une importante bataille navale. Emma Darcy apporte une certaine intensité à son interprétation de Rhaenyra dans le premier épisode de cette saison, et j'ai hâte de voir sa réaction en apprenant la mort de Jacaerys. Peut-être aurons-nous droit à la Rhaenyra fougueuse et passionnée dont House of the Dragon a tant besoin. Il est intéressant de constater que Rhaenyra est certaine que Alicent dit la vérité après leur rencontre secrète dans le final de la saison 2. Même Corlys ne la remet pas en question lorsqu'elle lui ordonne de s'emparer des ports de Port-Réal. Cependant, ce sont les enfants, Jacaerys et Alyne, qui s'interrogent sur les motivations de Alicent. À l'arrivée de la Triarchie menée par Sharaco Loar, Jacaerys accuse Alicent, persuadé que c'était le plan depuis le début, attirer Rhaenyra dans un piège mortel. La rivalité entre Corlys et Sharaco semble un peu artificielle. Elle manque de la montée en puissance nécessaire pour que leur confrontation soit vraiment marquante. Leur combat au corps à corps est divertissant, bien que bref. Abigail Thorne est impressionnante dans le rôle de Sharaco, j'ai beaucoup apprécié son apparition dans le final de la saison 2. Cela rappelait l'humour de Game of Thrones, dont cette série est cruellement dépourvue. L'intervention de Alyne pour défendre son père, malgré leur tension, symbolise clairement une passation de pouvoir. Corlys a désespérément besoin d'un héritier et a donc jeté son dévolu sur son fils bâtard. Alyne combat vaillamment dans le gosier. La mise en scène des combats est brouillon, désordonnée et brute. Comme il se doit, ce ne sont pas des chevaliers formés de façon traditionnelle, il est donc normal qu'ils ne se battent pas comme tels. L'ampleur et la portée sont impressionnantes dans les plans larges, surtout le plan final après la mort de Jacaerys, mais la bataille du gosier se concentre principalement sur Corlys et Sharaco. Encore une fois, cette haine tenace aurait plus d'impact si la série l'avait semée plus tôt, au-delà de la simple animosité du serpent de mer envers la Triarchie. Malgré tout, l'affrontement entre les navires de Sharaco et de Corlys est bien réalisé, même si Sharaco meurt de la main de Alyne, elle parvient à prendre sa revanche en pillant marée haute. Corlys, qui avait déjà perdu ses enfants, sa femme, son petit-fils, a maintenant perdu son trône. Bien que les scénaristes se soient clairement éloignés de l'œuvre originale de Martin, le premier épisode de la saison 3 est nettement supérieur à l'ensemble de la saison 2. Certes, la barre était placée plutôt basse, mais House of the Dragon démarre sa troisième saison en fanfare. La guerre est au programme et j'espère, pour ma part, que les épisodes à venir maintiendront ce rythme effréné. Bien qu'il n'y ait à avoir peur, Aemond accepte le réconfort de sa mère et la prend dans ses bras, mais il confond son affection maternelle avec des intentions amoureuses et l'embrasse passionnément. Alicent ne se dégage pas, mais visiblement pas par désir de rompre à son baiser, c'est lui qui détient le pouvoir, et repousser ses avances ne ferait que le blesser davantage, le poussant involontairement à réagir violemment et à prendre des décisions dangereuses. Comme Alicent le pense sans doute, de nombreuses questions se posent. Pourquoi Aemond s'est-il senti suffisamment à l'aise à ce moment-là pour embrasser sa mère ? Pourquoi l'a-t-il fait d'ailleurs? Depuis combien de temps éprouve-t-il ses sentiments? La convoitise de Aemond pour sa mère n'était pas un hasard. Les graines de leur relation ont été semées dès la saison 1 et ont commencé à germer dans la saison 2. Depuis son enfance, Alicent a toujours témoigné une grande affection à Aemond et a risqué sa réputation et sa vie pour le sauver, comme en témoigne son plaidoyer en sa faveur lorsque Lucerys Velaryon lui a arraché l'œil. Elle était la seule à l'accepter inconditionnellement alors que d'autres le persécutaient parce qu'il n'avait pas de dragon. Il est évident que Aemond a confondu l'amour de Alicent avec quelque chose de plus profond. Il n'avait jamais manifesté d'intérêt romantique pour les femmes, hormis une femme qu'il payait dans un bordel et qui ressemblait étrangement à sa mère. Même alors, leur relation dépassait le simple cadre du sexe, et il l'a payé pour qu'elle le réconforte et le complimente comme le ferait une mère. Le peu d'amour qu'il a reçu dans sa vie a forgé une vision déformée du monde, lui faisant croire que tout amour est forcément romantique. Il y a aussi une profonde insécurité intérieure qui a mené à ce baiser.
Aemon est fier d'être un vrai Targaryen, il excelle en haut valérien, étudie l'histoire ancienne et chevauche le plus grand dragon du monde. Peut-être que s'engager dans ce genre de relations incestueuses est sa façon de se sentir supérieur aux autres Targaryens et le seul digne du trône de fer. Il est possible qu'il pense que l'absence de cette tradition dans sa vie l'empêche d'atteindre la véritable grandeur. Mais d'un autre côté, il y a Alicent qui continue d'être victime d'avances sexuelles non désirées. Bien qu'elle porte les couleurs de sa maison et ait marié ses enfants ensemble, on oublie facilement que Alicent est une Hightower dans l'âme. Elle rejette les traditions Targaryen et semble même plus fière que son plus jeune fils, Daeron, soit devenu plus Hightower que Targaryen. C'est un rappel de plus que Alicent a failli à son rôle de mère auprès de Aemon. Aemon l'ignore, mais il vient probablement d'éloigner sa mère des Verts plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La mort de Jacaerys est tragique, quelles que soient les circonstances. Rhaenyra sera anéantie, d'autant plus que Jacaerys a désobéi à ses ordres. Cependant, le fait que ce prince ait péri à cause de l'erreur de Rhaena rend la situation d'autant plus amère. Désespérée de posséder un dragon, elle considérait la capture de voleurs de moutons dans le Val comme une véritable victoire. Bien qu'elle n'ait pas eu totalement tort, il était extrêmement imprudent d'amener un dragon sauvage et inconnu sur le champ de bataille. Elle voulait aider, mais elle n'a causé que dévastation. À notre connaissance, Jacaerys était le seul à avoir vu Rhaena chevaucher le dragon. Puisque ce dragon a commencé à attaquer les Noirs et semble avoir vaincu Vermax, tous supposeront que sa dragonnière appartient au camp des Verts. Rhaenyra a déjà perdu son plus jeune fils, tué par Vhagar. Maintenant que ce dragon a tué Jacaerys, Rhaena est en grand danger. Les Targaryens ne font traditionnellement pas dans la facilité lorsqu'il s'agit de se venger, et le simple fait d'appartenir à la même famille ne signifie plus grand-chose à ce stade de la chronologie de Westeros. Le plan visant à utiliser la Triarchie pour lever le blocus Velaryon fut mis en œuvre bien avant que le roi Aegon ne soit brûlé ou que Alicent ne se rende à Pendragon pour conclure un accord avec Rhaenyra. Otto Hightower avait envoyé Sir Tyland Lannister obtenir l'allégeance de Sharaco lors de la saison 2, et ce n'est qu'une coïncidence si la Triarchie arriva au gosier au moment précis où Rhaenyra ordonna à Corlys d'envoyer des navires à Lanera. Ainsi, bien qu'il s'agisse techniquement d'une victoire pour les Noirs, la bataille changea considérablement leur situation. Rhaenyra était à deux doigts de s'emparer du trône de fer avec bien moins d'efforts et de sang versé qu'elle ne l'aurait imaginé. À présent, son fils et héritier est mort et la flotte du serpent de mer est réduite de près de 30%. Elle pourrait encore avoir un avantage si elle parvient à se rendre à Port-Réal, mais on ignore si elle aura la force mentale et émotionnelle nécessaire, compte tenu de tout ce qui a été perdu. Rhaenyra a entamé la saison 3 dans une joie presque extatique. Toutefois, dans l'épisode 2, l'ambiance va changer radicalement. Malgré les conséquences tactiques de la bataille du Gosier, la reine reste en position relativement favorable pour prendre Port-Réal. Néanmoins, la victoire n'aura pas la même saveur ni la même exaltation, compte tenu de sa défaite. Peut-être qu'elle ne souhaitera plus honorer sa part du marché avec Alicent. Le problème, c'est que Rhaenyra doit agir très vite. Une fois que Aemon sera de retour à Port-Réal avec Vhagar, cette opportunité sera perdue. À cela s'ajoute la menace que représente Ormond Hightower. Alicent est parvenue à contenir l'armée de son cousin, mais ce dernier deviendra une menace d'autant plus importante si Rhaenyra tarde à agir. Pour consolider son pouvoir dans la saison 3, la seule solution pour la reine est de prendre Port-Réal, aussi pénible que cela puisse lui coûter. Cette saison 3 commence sur les chapeaux de roue, c'est quand même un peu dommage que la bataille du Gosier n'ait pas eu lieu dans la saison 2. Elle aurait perdu un fils par chaque finale de saison. Ça aurait été assez sympa. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.